Guy Côté, à Saint-Pierre depuis bien des années, intéressé à l'histoire du village depuis l'âge de 11 ans. Donc, ça fait bien 45 ans. Et toujours à fouiller, à découvrir, à partager, à aller aussi au-devant des devanciers, des gens qui nous ont précédés puis qui ont bien dans leur mémoire toutes sortes d'informations à nous dire aussi. Le Havre est très riche de ce côté-là. On est tout au-dessus du portail Pélagie, à côté de la marina d'Havre-Saint-Pierre, donc dans le port d'Havre-Saint-Pierre. Donc les premiers arrivants sont arrivés le 10 de juin 1857, vers midi, à hauteur, comme on disait à l'époque. Et ils sont venus en bonne partie au tout début de Havre-aux-Maisons, aux îles de la Madeleine. Mais d'autres gens parmi eux n'étaient pas d'origine madelinienne nécessairement ou acadienne. Ils étaient irlandais, ils étaient français, parfois québécois aussi. Ils sont venus assez rapidement tout autour, après ce 1857-là. Le village s'est peuplé assez rapidement. Ce qui a amené les gens ici, c'est principalement les bons lieux de pêche, les ressources, mais aussi des difficultés qu'ils avaient aux îles de la Madeleine avec les propriétaires des îles. Et aussi la compétition avec les pêcheurs américains là-bas, comme des difficultés au niveau, on pourrait dire, météorologique, avec des mauvaises récoltes dans ces années-là présentes, et aussi de l'encouragement de la part du prêtre de l'abbaye Alexis Bélanger, qui les a réellement décidés à aller s'installer ailleurs, à mouver. On a parlé du petit dérangement à l'époque. On parle de 200 et quelques familles qui quittent les îles de la Madeleine sur 10-15 ans, puis qui vont semer différents petits villages, surtout sur la Côte-Nord. Havre-Saint-Pierre peut s'envier, si on veut, se péter les bretelles d'avoir eu des historiens ou des chroniqueurs dès le début du village, qui ont noté tout un ensemble de choses. Donc, on sait que les familles Cormier, les familles Boudreau, les familles Jonf ont été dans les toutes premières, mais rapidement suivies des familles Cyr, des familles Thériault, des familles Landry, etc., là, Arsenault, plusieurs, enfin, qui ont été présentes, Richard. Surtout, donc, toujours le gros lot de ces gens-là venaient des îles de la Madeleine, mais s'immisçaient au travers de ça des gens de la Côte-du-Sud, de Berthier, des gens d'ailleurs, des gens de Sept-Îles, etc., qui voyaient tout ce groupe de gens-là, je dirais, performer à la pêche au loup-marin, au hareng, à la morue. Puis assez rapidement, à l'intérieur de 15-17 ans, le village est passé de 0 personne à presque 1000 personnes. Assez rapidement. Puis a été donc presque dès le début un des plus gros villages de la Côte-Nord, entre Tadoussac et le Blanc-Sablon, et avec plein d'informations. Donc ces gens-là arrivent. Un chroniqueur qui s'appelle Placide Vigneault note bien des choses. Puis dès le début, on sait presque la couleur des bobettes de celui-là qui est arrivé. Mais en cahier, on appelait ça des bibidis. Quand on est un groupe assez homogène, puis que tout à côté, c'est pas des gens dans d'autres villages qui ont la même origine, on est marqué par un accent, par des mots, puis on va désigner, on va surnommer les gens. On parle de blasons populaires. Des blasons populaires, beaucoup de villages, la Méganie en ont. Et donc, probablement assez tôt, les cocos de Béjoine-Bitz ou les Pospeya puces de Longue-Pointe ou ailleurs ont remarqué, ou même les Macaquins de Natashquan ont remarqué que les Caïens qui venaient d'Havre-aux-Maisons et non pas d'Havre-Aubert comme les gens de Natashquan avaient un accent peut-être plus marqué. Et le mot acadien déformé, comme le mot canadien qu'on prononçait canadien à l'époque, le mot acadien est devenu caïen pour désigner les gens, les Caïens-Caïennes, pour les gens de la pointe aux Esquimaux, qu'on appelait aussi parfois des pointons aussi, mais qui sont devenus des Caïens-Caïennes encore aujourd'hui, puis qui font frémir, comme on dit de temps en temps. Dans les premiers bâtiments, c'est sûr qu'ils ont bâti des petits chafauds, des petits bâtisses de pêche pour ranger le filet, tout ça, mettre les boyes de pochon, puis tout installer. Mais ils sont arrivés avec des animaux aussi, donc ils ont dû construire des étapes. Il n'y a rien de gros. Le plus gros édifice qui a été le plus important au début, c'est l'église, c'est la chapelle. Donc, dès 1867, il y a une église terminée, 10 ans après la construction, l'installation. Puis, c'est le bâtiment important, mais on ne parle pas d'usine, sinon
de factories de homards ou d'autres usines, de petites usines de poissons, la pêche domine. Donc, c'est les bâtiments de pêche qui sont les bâtiments importants au début. D'où vient le nom du village de Havre-Saint-Pierre? Havre-Saint-Pierre n'est pas le premier toponyme qu'a porté ce village-là. À l'origine, au peuplement en 1857, quand les Acadiens débarquent, le lieu est connu comme la pointe aux Esquimaux. Donc, on prétend qu'à une certaine époque, il y a des Inuits qui se seraient aventurés jusque dans cette région-là. C'est probable, mais on n'a toujours pas de preuves archéologiques. En 1927, le nom va être transformé en Havre-Saint-Pierre. On raconte en fait qu'on honore Saint-Pierre parce que c'est le jour de Saint-Pierre qu'aurait été prononcée la première messe en 1857, le 29 juin, par le missionnaire français Charles Arnaud. Donc, on a voulu honorer l'importance de la religion catholique dans le nouveau toponyme du village. Les gens qui pouvaient être sur place étaient nomades. C'était les Inuits qui n'étaient pas présents à Havre-Saint-Pierre ou sur la pointe aux Esquimaux comme tel, parce qu'ils utilisaient des rivières pour se transporter à l'intérieur des terres. Donc c'est principalement peut-être à l'embouchure de la Romaine ou de la Mingan, ou plus à l'est, parce qu'Havre-Saint-Pierre est sur une pointe, puis il y a énormément de sable et de tourbières autour. C'est surtout donc à partir de ces grosses rivières-là, à l'ouest ou à l'est, que les Inuits entraient à l'intérieur. Donc c'était uniquement durant la saison d'été que ces gens-là étaient présents ici. Ils migraient à l'intérieur des terres durant l'hiver. Donc oui, il y avait une cohabitation. On sait par les écrits que dès les années 1860, il y avait des échanges, il y avait du commerce. Mais il y avait un poste de traite qui était à Mingan, donc c'était surtout à Mingan que les choses se passaient en termes de commerce au tout début, et non pas à Havre-Saint-Pierre. Pendant longtemps, le village a été tourné vers le cycle des trois pêches. C'est-à-dire que la saison, l'arrivage de telle ou telle espèce de poisson ou de mammifères marins faisait qu'on privilégiait dans un temps précis de l'année ce type de pêche-là. Il y avait la pêche au loup marin le printemps, donc on bâtonnait sur les glaces, donc on encerclait les phoques sur les glaces pour les bâtonner, puis parfois au fusil aussi on en tuait. Suite à ça, au printemps, après avoir fait fondre la graisse ici du gras de ces mammifères marins-là, d'avoir arrangé les peaux, d'avoir arrangé la viande qui contenait, puis l'avoir mis dans le sel, etc., on retournait à une autre pêche qui était la pêche du hareng de printemps. Puis parce que la morue prenait du temps à arriver souvent, puis là, il y avait le hareng qui arrivait un peu auparavant, puis encore là, il fallait le saler, il fallait l'arranger. On retournait à la pêche, puis là, c'était la pêche à la morue. La pêche à la morue, elle était beaucoup plus circonscrite, était beaucoup plus large, elle était à peu près présente partout dans le golfe. Mais la pêche au hareng ou la pêche au loup marin qui avait précédé demandait aux gens d'aller beaucoup plus loin, de faire une pêche hauturière avec des goélettes, avec des bons bateaux à voile, comme on voit sur le derrière de nos Dyssen d'aujourd'hui, avec le Blue Nose. Donc, des bons bateaux à voile, des bateaux qui se construisaient, qui se réparaient ici aussi ou qu'on achetait à l'extérieur. Mais on allait aussi bien à Halifax pour vendre nos prises quand l'automne est devenu qu'on allait à Québec avec ces bateaux-là. Arrivait plus tard, après la pêche à la morue qui durait longtemps durant l'été puis une partie de l'automne, arrivait la pêche au hareng d'automne aussi. Donc, puis au travers de ça, on pêchait un peu le flétan. Puis avec de rares personnes à l'époque qui avaient des possibilités de pêcher le saumon sur la côte. Parce que les rivières à saumon étaient souvent propriété au début de la Compagnie de la baie d'Hudson, qui n'était pas uniquement ici pour les fourrures, mais surtout aussi pour les rivières à saumon. En dehors de la pêche, il est assuré que d'autres industries ont été importantes, que la gagne, comme on disait, était importante. L'hiver, il n'y avait pas de pêche, on réparait les bateaux, c'était plus tranquille, c'était le temps des mariages, la plupart du temps, l'hiver. Donc, il y a des gens, petit à petit, quand ils ont vu la côte se développer ailleurs, qui ont pris l'habitude de migrer un petit peu, c'est-à-dire que les pères de famille allaient au chantier. Soit au début de toutes les installations sur l'île d'Anticosti, soit dans les premiers chantiers de coupe de bois dans les années 1800 à Pentecôte ou un peu plus haut. Donc l'hiver ou pour quelques mois, le père de famille s'en allait, puis les femmes avec les enfants, des fois fermaient telle ou telle maison, puis se regroupaient dans une seule et même maison, un peu comme les petites moyaques.
puis les mamans Moyac qui vont faire une crèche, puis qui vont dire, bon, on va avoir juste une bonne corde de bois, puis juste une maison à chauffer, puis il va y en avoir 2-3. Fait que là, les pères de famille arrivaient normalement après les fêtes. Des fois, ils pouvaient arriver avant les fêtes ou un petit peu plus tard. Puis là, ben, ils arrivaient avec de l'argent sonnant. Ça, ce qui était important, ce qui était rare à la pêche, parce que tout était au crédit. Maintenant, Havre-Saint-Pierre. Havre-Saint-Pierre, c'est un village particulier qui a connu plusieurs chapitres de développement, bien sûr la pêche aux origines, l'industrie minière qui joue un rôle important depuis 1949 avec la mine du lac Allard à une vingtaine de kilomètres au nord, mais c'est aussi devenu un carrefour touristique vers l'archipel de Mingan. Donc, Parc Canada s'est installé dans ce secteur-là dans les années 80 et c'est une des destinations vedettes sur la Côte-Nord. Donc, pour ceux qui s'intéressent à la géologie, à l'ornithologie, à l'histoire maritime, entre autres, évidemment, l'observation des mammifères marins, il y a plusieurs options de découverte à partir de Havre-Saint-Pierre. Si on parle d'un changement drastique pour Havre-Saint-Pierre, d'un gros changement, réellement dans l'économie, c'est celui de l'arrivée, de la découverte des gisements de fer puis d'ilménite de titane. Dans les années 40, on fait de la prospection. Suite à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, les Américains vont développer les aciéries puis ils ont besoin de fer. Ils n'ont pas nécessairement de gros gisements de fer aux États-Unis. Puis là, ils se tournent vers le Québec, entre autres, puis l'Ongava, comme on disait à l'époque en parlant du Nouveau-Québec, puis des territoires plus hauts. Puis même en parlant de la Côte-Nord des fois en général. Donc on découvre, on fait de la prospection, on découvre des bons gisements, dont ici un bon gisement d'ilménite au lac Tillot. Et donc on va développer ce gisement-là et ça va être tout un bouleversement pour le village. Parce que là, toute une série de jeunes vont abandonner la pêche. Il n'y a que les plus vieux qui font la pêche. Et tout en coup, on se vire vers l'argent sonnant, vers la modernité, puis vers des chiffres de travail, des corps de travail aussi. Parce qu'on ne fait pas juste de travailler de jour, on travaille de nuit. Donc là, ça fait tout un changement dans le village aussi, là. Puis là, il y a des corps de métier qui s'apprennent qu'on ne voyait pas auparavant, comme chauffeur de pelle, puis chauffeur de camion, puis soudeur, puis etc., etc. Donc ça amène même tout un pan du village qui va être déménagé pour les installations minières, puis la construction d'un chemin de fer, puis etc. Donc c'est particulier. Mon père est arrivé ici, la famille est arrivée ici à cause d'une compagnie de transport maritime, la Clark Steamship Company, à l'époque. Puis cette compagnie-là, c'est elle qui faisait la desserte de la côte. Comme aujourd'hui, avec le bateau qui est derrière nous, c'est la compagnie Relais Nordique, avec le Bella des Gagnés qui fait cette côte-là. Donc, il y a toujours eu un port, toujours un quai, toujours des gens qui arrivent, des marchandises qui arrivent et qui partent. Et c'est ce qui avait amené mon père à venir travailler ici à partir des Bécomo. Donc, toute la famille a déménagé ici. Ma mère, connaissant le Havre, connaissant le couvent où elle était passée pour aller étudier l'école normale, bien, elle connaissait des gens, puis elle a accepté avec papa, oui, on déménage. Puis on est arrivé au Havre. Puis j'étais souvent, par la suite, rendu au quai où mon père travaillait. Donc, le maritime a toujours eu une importance. C'est peut-être par lui aussi que j'ai découvert l'histoire du village aussi, là.